En 2024, dans le cœur sombre de Chicago, où les gratte-ciels étincelants projettent leur ombre sur des bidonvilles oubliés, Valentina Mendes, une femme marquée par un passé de prostituée forcée que le monde souterrain ne lui laisserait jamais oublier, nettoyait les taches de sang sur le sol en marbre du casino clandestin, The Black Diamond, à 3 heures du matin, tout en supportant le poids invisible de n'être personne, rien, juste un autre fantôme. Les puissants passaient sans la regarder. Abandonnée comme un déchet il y a 5 ans lorsqu'elle avait osé tomber enceinte. Elle a élevé seule sa petite fille, Mia, âgée de seulement 5 ans, acceptant l'humiliation comme le prix à payer pour survivre dans un territoire gouverné par des démons. En cette nuit glaciale de novembre, alors que ses mains gercées et à vif à cause des produits chimiques nettoyaient des taches que personne ne prenait la peine de lui expliquer, Val n'aurait jamais pu imaginer que sa petite fille, errant dans les couloirs interdits à la recherche de sa mère, était sur le point de découvrir un homme enchaîné dans le sous-sol du casino. Un homme que toute la ville craignait. Et elle ne pouvait encore moins prévoir que cette rencontre allait changer à jamais le destin de tous, prouvant que le salut le plus improbable peut naître des mains que le monde s'obstine à rejeter. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun chapitre de ce voyage. Car dans les ombres les plus sombres, les histoires d'amour les plus puissantes attendent d'être racontées. L'horloge murale indiquait 6 heures du matin lorsque Val posa enfin le seau, le dos endolori comme si quelqu'un avait appuyé une dalle de pierre entière contre sa colonne vertébrale pendant 8 heures d'affilée. Elle se redressa lentement, les genoux craquant doucement, les mains engourdies d'avoir été trop longtemps trempées dans de l'eau froide mélangée à des produits chimiques. Autour d'elle, le Black Diamond Casino était devenu silencieux. Les puissants étaient déjà partis dans leur voiture de luxe, abandonnant derrière eux les taches, les bouteilles brisées et les personnes invisibles comme Val, qui devaient nettoyer les ruines des excès de la nuit. Elle quitta son uniforme de femme de ménage dans la salle du personnel exigu, enfila le manteau fin aux épaules effilochées qu'elle avait acheté dans une friperie 3 ans plus tôt, puis sortit dans la ruelle derrière le casino, où les gens comme elle étaient autorisés à entrer et sortir. Le vent de novembre à Chicago lui coupait la peau comme une lame. Val se recroquevilla dans son manteau qui n'était pas assez chaud et se dépêcha de traverser les rues encore plongées dans l'obscurité. Elle marchait 4 pâtés de maison chaque jour parce qu'elle n'avait pas d'argent pour prendre le bus. 4 pâtés de maison à travers des ruelles jonchées de détritus et empestées d'urine, où des toxicomanes se blottissaient contre les murs et où des rats filaient un sans crainte des passants. C'était le sud de la ville, le quartier oublié de Chicago, où la police ne prenait pas la peine de patrouiller et où la loi était un luxe dont personne n'osait rêver. Val accéléra le pas en passant devant un groupe d'hommes qui fumaient devant un bar fermé. Elle baissa la tête, évita tous les regards, se rendit invisible, comme elle avait appris à le faire au fil des ans. Elle arriva enfin à l'ancien immeuble où elle vivait, avec ses escaliers en béton rongé, ses murs écaillés couverts de graffitis, l'air chargé d'humidité et l'odeur aigre de la nourriture avariée. Elle monta au 3e étage et s'arrêta devant l'appartement 37, frappant 3 fois légèrement par habitude. La porte s'ouvrit et Abuela Carmen se tenait là, ses cheveux argentés soigneusement attachés dans la nuque, ses yeux vieillissants toujours chaleureux, alors qu'il regardait Val comme on regarde une fille qu'on n'a jamais eue. C'était une portoricaine qui vivait dans ce quartier depuis plus de 40 ans, veuve, sans enfant, et la seule personne au monde qui ne regardait pas Val avec mépris. Elle s'était rencontrée 5 ans plus tôt, par une nuit glaciale d'hiver, lorsque Val, enceinte et désespérée, avait été jetée dehors par Rico Santino et s'était évanouie devant la porte de Carmen. Abuela Carmen l'avait sauvée, l'avait laissée rester 2 semaines et l'avait aidée à donner naissance à Mia dans cette pièce exiguë, alors qu'aucun hôpital ne voulait accueillir une fille sans assurance et sans argent. Depuis lors, elles étaient devenues une famille l'une pour l'autre. 2 femmes abandonnées par le monde, s'appuyant l'une sur l'autre pour survivre. Chaque soir, Val allait travailler, Carmen gardait Mia, et en échange, Val lavait ses vêtements et nettoyait son appartement gratuitement. Aucune somme d'argent n'a jamais changé de main, seulement de la confiance et une gratitude silencieuse. Le bébé a bien dormi, murmura Abuela Carmen. Elle s'écarta pour laisser entrer Val. Elle a dessiné des images de toi avant de se coucher et a dit que sa mère lui manquait.
Val se dirigea vers le vieux canapé où Mia était allongée, recroquevillée sous une fine couverture, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, son visage angélique paisible dans son sommeil. Val s'assit à côté de sa fille et lui caressa doucement les cheveux, le cœur serré par l'amour et la culpabilité. Mia était tout ce qu'elle avait, la seule raison pour laquelle elle se levait chaque jour, la seule lumière dans cette vie sombre. Mais Val savait qu'elle manquait à son devoir envers son enfant. Elle savait que leur appartement humide d'une seule pièce n'était pas assez chaud pour l'hiver. Elle savait que les repas de sa fille se résumaient souvent à des nouilles instantanées et du pain bon marché. Elle savait que Mia n'avait pas de jouet, à part un ours en peluche déchiré que quelqu'un avait jeté et qu'elle avait ramassé. « Tu devrais rentrer chez toi et te reposer », dit Abou Carmen doucement, en posant une main sur l'épaule de Val. « Tu as l'air épuisé. » Val acquiesça et souleva délicatement Mia dans ses bras. La petite fille dormait, la tête posée contre l'épaule de sa mère. Val remercia Carmen du regard, puis recula dans le couloir et monta un étage de plus jusqu'à son propre appartement, le numéro 42. La pièce était étouffante et exiguë, ne contenant qu'un lit simple. Elle partageait une vieille cuisinière à gants, des toilettes sans porte et une fenêtre qui donnait sur le mur de briques de l'immeuble voisin. Val allongea Mia sur le lit, l'aborda, puis s'assit sur le sol froid, le dos contre le mur. Elle était trop fatiguée pour dormir, trop fatiguée pour pleurer, trop fatiguée pour penser à l'avenir. Dehors, l'aube se levait sur Chicago, mais la lumière n'atteignait jamais les pièces comme la sienne. 3 jours après cette nuit-là, Mia commença à tousser. Au début, c'était de petites quintes de toux, puis elles devinrent progressivement plus fortes, accompagnée d'une fièvre qui lui brûlait le front comme des charbons ardents. Val posa sa main sur le front de sa fille à 4 heures de l'après-midi, le cœur serré en sentant la chaleur se propager à travers cette peau fragile. Elle n'avait pas d'argent pour acheter des médicaments, pas d'assurance maladie, aucun moyen d'emmener son enfant à l'hôpital sans être jeté dehors comme un chien errant. Val se précipita chez Abou Carmen, mais la vieille femme était elle aussi malade. Son arthrite la faisait tellement souffrir qu'elle ne pouvait pas sortir du lit. « Amène Mia ici, » dit faiblement Abuela Carmen. « J'essaierai de la surveiller. » Mais Val regarda ses mains tremblantes et son visage pâle, et elle sut qu'elle n'y arriverait pas. Mia avait besoin de quelqu'un d'alerte, quelqu'un qui pourrait courir chercher de l'aide si la fièvre devenait dangereuse. Cette nuit-là, Val n'eut d'autre choix que d'emmener son enfant au casino. Elle enveloppa Mia dans la couverture la plus épaisse qu'il possédait et la porta à travers 4 pâtés de maison balayés par un vent glacial, lui murmurant à l'oreille que tout irait bien, même si elle ne croyait pas à ses propres paroles. Lorsqu'elle arriva au Black Diamond, elle se glissa par la porte arrière réservée aux employés et emmena Mia dans l'étroite salle de pause du personnel au bout du couloir du premier étage. La pièce ne contenait qu'un vieux canapé déchiré, une armoire de produits d'entretien et une ampoule jaune pâle suspendue au plafond. Val allongea sa fille sur le canapé, posa un linge humide sur son front pour faire baisser la fièvre, puis s'agenouilla à côté d'elle, serrant la petite main de Mia. « Écoute-moi, » dit Val d'une voix ferme mais tremblante. « Tu dois rester dans cette pièce et ne sortir sous aucun prétexte. Tu comprends? Cet endroit est dangereux. Je viendrai te voir toutes les heures. Promets-le-moi. » Mia acquiesça faiblement, ses grands yeux bruns pleins de confiance alors qu'elle regardait sa mère. Val embrassa son front, puis sortit et ferma la porte, le cœur lourd comme une pierre alors qu'elle commençait son service. Les heures s'écoulèrent lentement, comme une torture. Val travaillait, mais ses pensées ne quittaient jamais Mia. Elle courait vers la salle de pause toutes les heures comme elle l'avait promis, et chaque fois, elle trouvait sa fille endormie, la fièvre semblant s'atténuer. Mais à 2 heures du matin, lorsque Val revint pour la 5e fois, le canapé était vide. La couverture était toujours là, encore chaude, mais Mia avait disparu. Le cœur de Val sembla s'arrêter. Elle se précipita dans le couloir, ses yeux balayant chaque recoin, se forçant à ne pas crier de peur d'attirer l'attention. Elle fouilla les toilettes, les vestiaires, la cuisine, mais son enfant était introuvable. Pendant ce temps, Mia s'était réveillée à 1h30 du matin, la fièvre lui donnant soif et l'effrayant lorsqu'elle ne voyait pas sa mère. Elle sortit de la chambre pour chercher Val, mais le long couloir avec ses portes identiques la désorienta.
Elle continua à marcher, tourna à droite, puis à gauche. Une musique lointaine flottait quelque part au-dessus d'elle, et l'odeur forte de cigarettes et d'alcool lui donnait envie de tousser. Puis elle aperçut un escalier qui descendait, sombre et froid. Mia pensa que sa mère était peut-être en bas, en train de nettoyer une pièce qu'elle ne connaissait pas encore. Elle descendit marche après marche, sa petite main agrippée au mur humide, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ce sous-sol n'avait rien à voir avec le reste du casino. Il n'y avait ni tapis rouge ni lustre étincelant, seulement du béton gris terne, des tuyaux rouillés le long du plafond et une odeur de moisi mêlée à quelque chose d'autre que Mia ne reconnaissait pas. Une odeur métallique de sang séché. Elle arriva au bout du couloir, où une lourde porte en acier était légèrement entr'ouverte. Une faible lumière jaune s'échappait par la fente. Mia poussa la porte, entra et se figea. Dans la pièce sombre, éclairée par une seule ampoule vacillante, un homme était affalé contre le mur, les bras et les jambes liés par d'épaisses chaînes de fer fixées à des crochets dans le béton. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert d'ecchymoses et de sang séché, une barbe hirsute ombrageant sa mâchoire carrée. Mais ses yeux, gris comme le ciel avant une tempête, brillèrent lorsqu'il vit la petite fille debout dans l'embrasure de la porte. Mia ne savait pas qui elle regardait. Elle ne savait pas que cet homme était Nathaniel Corsetti, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago, l'homme que toute la ville craignait. Elle ne voyait qu'une personne blessée, emprisonnée et seule, comme les chiens errants qu'elle voyait souvent dans les ruelles, enchaînés et laissés mourir de faim. L'homme regarda Mia, et à cet instant, le gris froid de ses yeux changea. Quelque chose le transperça comme si un couteau venait d'être enfoncé dans sa poitrine. Il ne cria pas, ne supplia pas, ne fit rien de ce qu'un prisonnier désespéré ferait normalement face à une chance de s'échapper. Au lieu de cela, sa voix était rauque mais ferme. « Petite fille, tu dois partir d'ici immédiatement. Cet endroit est dangereux. » Mia ne s'enfuit pas. Elle resta là, penchant la tête, le regardant de ses grands yeux bruns qui ne reflétaient aucune peur. Seulement de la curiosité et quelque chose qui ressemblait à de la compassion, que seuls les enfants peuvent conserver intacts dans un monde brutal. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu pleures ?» Nathaniel Corsetti, l'homme qui avait ordonné la mort d'innombrables ennemis sans ciller. L'homme dont le nom faisait trembler tout Chicago ne savait soudain plus comment répondre à la question d'un enfant de 5 ans. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, des pas lourds résonnèrent dans le couloir, se rapprochant, accompagnés des rires grossiers de 2 hommes. Les yeux de Nate s'écarquillèrent. Il regarda vers la porte, puis se tourna vers Mia, sa voix devenant urgente tout en restant étrangement calme. « Cache-toi derrière cette caisse en bois, » dit-il rapidement, en tournant la tête vers le coin où se trouvait une grande caisse en bois. « Ne fais pas de bruit jusqu'à ce qu'il parte. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas sortir. Tu comprends? » Mia acquiesça. L'instinct de survie qu'elle avait acquis au cours de ces années passées dans les bidonvilles la poussa à obéir immédiatement. Elle courut vers le coin et se recroquevilla derrière la caisse, les bras serrés autour de ses genoux, le cœur battant à toute rompre. La porte en acier s'ouvrit brusquement et 2 gardes entrèrent, suivis d'une odeur nauséabonde d'alcool et de cigarettes. L'un était grand et mince, l'autre petit et corpulent, tous 2 armés et arborant un sourire cruel. Le grand patron, le grand, ricana en donnant un violent coup de pied dans le ventre de Nate, qui se plia en 2. « Et maintenant, tu sais où tu vas demain soir? Tu vas disparaître. Personne ne retrouvera jamais ton corps et Carlos s'assiera sur ton trône. » Le petit rit avec lui et cracha au visage de Nate. « J'ai entendu dire que tu tuais des gens sans sourciller. Regarde-toi maintenant, comme un chien enchaîné. Ça n'a pas de prix. » Nate ne dit rien. Il leva simplement la tête, ses yeux gris fixant les 2 hommes avec un regard si effrayant qu'on aurait dit qu'ils mémorisaient chaque trait de leur visage pour se venger plus tard. Les gardes rirent encore un peu, lui donnèrent quelques coups de pied supplémentaires pour s'amuser, puis partirent. Leurs pas s'éloignèrent dans le couloir. Lorsque la porte se referma et que le silence revint, Mia sortit de sa cachette, les yeux rouges et remplis de larmes. « Ça va ?» murmura-t-elle en s'approchant et en regardant les nouvelles ecchymoses sur son corps. « Les méchants t'ont fait très mal. » Nate la regarda, et pour la première fois en 3 jours de captivité, il ressentit autre chose que du désespoir et de la haine.
Cet enfant lui rappelait quelqu'un, un garçon de 4 ans qui avait les mêmes yeux que lui, un garçon qui aimait la glace à la fraise et les dinosaures, un garçon qui l'appelait papa tous les matins au réveil, un garçon qui était mort dans une explosion 3 ans plus tôt avec sa mère, laissant un vide en Nate que rien ne pouvait combler. « Je vais bien, dit-il d'une voix douce qui le surprit lui-même. Tu dois retourner auprès de ta mère tout de suite. Ne dis à personne que tu étais ici. Promets-le-moi. » Mia acquiesça, mais avant de s'éloigner, elle s'arrêta, glissa sa main dans la poche de son pyjama et en sortit un petit bonbon enveloppé dans un papier rouge. Le bonbon qu'Abua Carmen lui avait donné avant de tomber malade. Elle le posa sur le sol, juste à côté de la main enchaînée de Nate. « Maman dit que les bonbons atténuent la douleur, » dit Mia, un petit sourire illuminant ses lèvres. « Mange-le. Tu te sentiras mieux. » Puis elle se retourna et courut, sa petite silhouette disparaissant derrière la porte en acier. Nate fixa le bonbon, ses yeux gris tremblants, et pour la première fois en 3 ans, des larmes coulèrent sur ses joues. Son fils avait fait la même chose, lui avait tendu un bonbon chaque fois qu'il rentrait épuisé après de longues réunions, en disant « Les bonbons rendent papa plus heureux. » Il pensait que cette douceur en lui était morte, mais il s'avéra qu'elle était seulement endormie, attendant qu'une enfant étrange la réveille. Mia courut dans le couloir sombre, monta les escaliers et retrouva le chemin de la salle de pause du personnel grâce à l'instinct d'une enfant habituée depuis longtemps à se débrouiller seule. Elle venait de s'asseoir sur le canapé lorsque la porte s'ouvrit brusquement et que Val fit irruption comme une tempête, les yeux rougis par l'inquiétude et la peur. Mia. Val tomba à genoux devant sa fille, les 2 mains agrippant les épaules de la petite fille, la voix tremblante entre le soulagement et la panique. « Où es-tu allé? Je t'ai cherché partout. Tu sais à quel point j'ai eu peur. » Mia regarda sa mère, ses grands yeux portant encore une trace de la peur de ce qu'elle venait de voir. « Maman, murmura-t-elle, je suis partie te chercher, mais je me suis perdue. Je suis descendue dans les escaliers et j'ai vu un homme que les méchants avaient enfermé dans le sous-sol. Il était enchaîné au mur. Maman, comme le chien de M. Johnson qui est enchaîné dans le jardin et que personne ne nourrit. » Val se figea. Le sang semblait avoir cessé de couler dans ses veines. Elle connaissait ce sous-sol. Tous ceux qui travaillaient au Black Diamond le connaissaient. C'était un endroit interdit où les traîtres ou les fauteurs de troubles étaient emmenés et d'où ils ne revenaient jamais. Personne n'en parlait. Personne n'admettait son existence. Et personne n'osait y descendre sans y être contraint. « Tu ne peux le dire à personne, » dit Belle d'une voix si aiguë que Mia sursauta. « Tu m'entends? À personne. C'est un endroit dangereux. Et s'ils découvrent que tu es descendu là-bas, s'ils apprennent que tu as vu... » Elle ne put finir sa phrase. Elle ne supportait pas d'imaginer les conséquences. « Mais maman, » dit Mia, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Il va mourir. J'ai entendu les méchants dire, demain soir, il disparaîtra. Ils l'ont frappé. Maman, ils lui ont donné des coupes de pied dans le ventre. Et il n'a pas pleuré. Mais je sais que ça lui a fait très mal. » Val voulait se boucher les oreilles. Elle voulait faire comme si elle n'avait rien entendu. Elle voulait prendre son enfant et fuir cet endroit pour toujours. Mais Mia continua. Sa voix était aussi faible qu'un souffle. « Il m'a protégé, maman. Quand les méchants sont arrivés, il m'a dit de me cacher. Il était enchaîné, mais il s'inquiétait quand même pour moi. Maman, tu dis toujours que les gens bien doivent aider les autres. C'est quelqu'un de bien. » Val regarda sa fille dans ses yeux clairs, remplis de foi en le monde, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cet enfant croyait encore en la bonté, en la justice, en des choses que Val avait abandonnées depuis longtemps. Comment pouvait-elle lui apprendre que la vie n'était pas juste, que les gens bien mouraient aussi, que parfois, survivre signifiait fermer les yeux et détourner le regard? Cette nuit-là, après avoir ramené Mia à la maison et l'avoir couchée à côté d'Abua Carmen, Val retourna au casino, l'esprit en proie au chaos. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait lorsqu'elle se dirigea vers le sous-sol, où Georgie, le vieux geôlier, était assis sur une chaise en bois, lisant le journal sous une lumière tamisée. Georgie travaillait ici depuis avant la naissance de Val. Il était l'un des rares à la traiter comme un être humain plutôt que comme un fantôme. Il ne jugeait pas son passé. Il ne la regardait pas avec désir ou mépris. Il se contentait de hocher la tête en guise de salut lorsqu'elle passait, comme si elle méritait elle aussi le respect. « Georgie » dit Val d'une voix si basse qu'elle dut se répéter. « L'homme dans le sous-sol.
Qui est-il? Georgie leva la tête, ses yeux vieillissants, perçants et inquisiteurs, comme s'il essayait de lire dans son âme. Tu ne devrais pas poser cette question, dit-il. Tu ne devrais pas savoir. Tu devrais juste nettoyer et te taire, comme d'habitude. Je sais, dit Val, mais j'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Georgie l'observa encore un instant, puis soupira, plia son journal et baissa la voix comme s'il allait révéler un secret qui pourrait les tuer tous les deux. C'est Nathaniel Corsetti, le patron, l'homme qui possède ce casino, ces rues, toute cette maudite ville. Il y a 3 nuits, il a été pris en embuscade dans son bureau. Ses gardes ont tous été tués. Alio, personne ne sait s'il est vivant ou mort. Le responsable, c'est Carlo Corsetti, son cousin, le salaud qui s'est associé au Voulov, la mafia russe, pour lui voler son trône. Val sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle connaissait le nom de Nathaniel Corsetti, qui à Chicago ne le connaissait pas. C'était le cauchemar dont les mères se servaient pour effrayer leurs enfants, l'ombre noire qui planait sur toutes les transactions clandestines de la ville. Mais elle se souvenait aussi d'autre chose, d'une rumeur qu'elle avait entendue il y a des années, selon laquelle il avait démantelé un réseau de traite d'êtres humains et puni ceux qui s'en prenaient aux femmes sur son territoire. Demain soir, ils l'achèveront, poursuivit Georgie, la voix pleine d'amertume. Puis ils annonceront qu'il a disparu lors d'un voyage d'affaires. Carlo prendra la relève et personne ne saura jamais la vérité. « Pourquoi me dis-tu cela » demanda Val, la voix tremblante. Georgie la regarda, ses vieux yeux brillant soudainement d'une lueur qui ressemblait à un espoir désespéré. « Parce que j'ai juré fidélité à son père. Parce que je ne peux rien faire. Mais toi, tu es invisible. Personne ne te remarque. Parfois, les invisibles peuvent faire ce que les puissants ne peuvent pas faire. » Val rentra à l'appartement juste au moment où le ciel commençait à pâlir. Mais elle ne pouvait pas dormir. Elle s'allongea à côté de Mia, regardant le visage angélique de sa fille endormie, l'esprit tourbillonnant de tout ce que Georgie lui avait dit. Nathaniel Corsetti, le patron de tout Chicago, était enchaîné dans le sous-sol et mourrait la nuit suivante. Ce n'était pas son problème. Elle n'était qu'une concierge, un fantôme, une femme invisible sans pouvoir, sans argent, sans rien d'autre que la petite fille qui dormait paisiblement à ses côtés. Elle ne lui devait rien. Elle n'avait aucune raison de s'impliquer. Aucune raison de risquer sa vie et celle de Mia pour un inconnu, quel qu'il soit. Et pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Mia décrire l'homme qui lui avait dit de se cacher lorsque les gardes étaient arrivés. L'homme qui était enchaîné et qui pensait encore à protéger une enfant qu'il ne connaissait pas. Puis ses propres souvenirs lui revinrent en mémoire. Des souvenirs qu'elle avait essayé d'enfouir pendant des années. Val se souvenait de cette nuit d'hiver, 5 ans plus tôt, où elle était enceinte et avait été battue par Rico Santino, puis jetée dans la rue comme un chien errant. Elle se souvenait s'être agenouillée sur le trottoir gelé, le sang coulant d'une blessure à la tête, suppliant les passants de l'aider. Personne ne s'était arrêté, pas une seule personne. Ils l'avaient regardée et s'étaient détournés, marchant plus vite comme si sa misère était contagieuse. Elle se souvenait avoir frappé à toutes les portes du quartier, suppliant qu'on l'héberge pour la nuit, et chaque porte s'était refermée sur elle avec des insultes. « Tu le mérites, ne vienne pas semer le trouble chez moi. » Elle avait failli mourir cette nuit-là. Elle avait failli mourir avec l'enfant qu'elle portait. Si Abou Karaman n'était pas passé par là par hasard et ne l'avait pas sauvée, une inconnue qui ne savait pas qui elle était, qui ne connaissait pas son passé, et qui lui avait quand même ouvert sa porte, lui avait donné un endroit où dormir, lui avait donné à manger, lui avait donné de l'espoir. Une seule personne qui ne s'était pas détournée, et elle avait survécu. Val ouvrit les yeux et fixa le plafond, taché de traces d'humidité. Elle pensa que si Abuela Carmen était passée devant elle comme tout le monde, elle et Mia n'existeraient pas. Elle pensa au nombre de personnes qui étaient mortes parce que personne ne leur avait tendu la main. Elle pensa à l'homme dans le sous-sol, trahi par son propre sang, attendant la mort seul dans l'obscurité. C'était un parrain de la mafia, un homme qui avait du sang sur les mains, un monstre que toute la ville craignait. Mais c'était aussi l'homme qui avait protégé sa fille alors qu'il n'avait aucune raison de le faire, alors qu'il était lui-même enchaîné et attendait la mort. « Je ne lui dois rien », murmura Val dans l'obscurité. Puis la voix de Mia résonna dans son esprit.
La voix d'une enfant de 5 ans qui croyait encore en la bonté du monde. Maman dit toujours que les gens bien doivent aider les autres. Val ferma les yeux, les larmes imprégnant l'oreiller. Elle avait enseigné cela à son enfant, mais elle envisageait maintenant de se détourner, tout comme les gens qui s'étaient détournés d'elle 5 ans plus tôt. Pouvait-elle devenir l'une d'entre eux? Pourrait-elle regarder Mia dans les yeux chaque jour? Lui enseignait la gentillesse et le courage tout en sachant qu'elle avait laissé quelqu'un mourir par peur. Lorsque l'aube se leva véritablement sur Chicago, lorsque la faible lumière filtrant à travers la fenêtre sale, Val prit sa décision. Elle aiderait Nathaniel Corsetti, non pas à cause de qui il était, mais parce qu'elle ne voulait pas être quelqu'un qui détournait le regard. C'était la décision la plus imprudente de sa vie. Peut-être la dernière décision qu'elle prendrait jamais. Mais au moins, elle pourrait se regarder dans le miroir sans éprouver du dégoût pour elle-même. Cette nuit-là, Val demanda à Georgie de la laisser descendre au sous-sol sous prétexte de faire le ménage. Le vieux geôlier l'observa longuement, ses yeux vieillissants lisant quelque chose dans son regard. Puis, sans rien dire, il lui tendit simplement la clé et hocha la tête. Val tenait dans ses mains un petit sac en papier. À l'intérieur se trouvait du pain qu'elle avait acheté avec les dernières pièces qu'elle avait économisées, un morceau de fromage et une bouteille d'eau potable. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle pouvait apporter sans éveiller les soupçons. Ses pas résonnaient dans le couloir sombre du sous-sol. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Lorsqu'elle atteignit la porte en acier, elle s'arrêta, prit une profonde inspiration, puis la poussa et entra. Nathaniel Corsetti leva la tête au bruit, ses yeux gris brillants dans l'obscurité comme ceux d'une bête piégée. Mais lorsqu'il réalisa que la personne qui se tenait devant lui n'était pas un gardien, son regard changea, et une expression mêlant curiosité et surprise traversa son visage. « Vous êtes la mère de l'enfant, dit-il d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas bu depuis des jours. Val se figea, ne s'attendant pas à ce qu'il le sache. « Comment l'avez-vous su? Vous avez les mêmes yeux que la petite, répondit Nate, ses yeux gris la scrutant sans ciller. Et je vous ai vu passer devant cette pièce avec un seau à la main il y a 3 nuits. Vous m'avez entendu gémir, mais vous ne vous êtes pas arrêté. Vous n'avez pas regardé à l'intérieur. Vous n'avez pas été intrigué. Vous aviez peur. Les gens qui ont peur comme ça ont généralement beaucoup à perdre. Val s'approcha et posa le sac en papier à côté de lui. Ma fille m'a dit que vous l'aviez protégé quand les gardes sont arrivés. Je suis ici pour rembourser une dette, rien de plus. Nate regarda le sac, mais ne le toucha pas. Savez-vous qui je suis? Nathaniel Corsetti, le patron. L'homme qui possède ce casino et toute cette ville. Savez-vous ce que j'ai fait pour obtenir cette position? Demanda Nate, d'un ton ni vantard ni menaçant, mais en la testant, attendant de voir si elle s'enfuirait. Combien de personnes sont mortes de ma main? Combien de familles ont été détruites à cause de moi? Savez-vous tout cela? Val ne recula pas. Ses yeux bruns foncés rencontrèrent ceux, gris, de Nate sans ciller. Peu m'importe que vous soyez un saint ou un démon. Vous avez protégé mon enfant alors que vous n'aviez aucune raison de le faire. Alors que vous étiez enchaîné et que vous attendiez la mort. Pour moi, cela suffit. Un silence s'installa entre eux, lourd mais pas inconfortable, comme si 2 étrangers essayaient de se déchiffrer dans l'obscurité. Finalement, Nate se pencha en avant, sa main enchaînée tremblant, tandis qu'il prenait la bouteille d'eau. Il but comme un homme mourant de soif, l'eau coulant dans sa barbe rugueuse, puis il prit le pain et mangea lentement, comme s'il essayait de mémoriser le goût de la vie. « Demain soir, ils me tueront, dit-il après avoir avalé la dernière bouchée. Je sais. Tu ne peux pas me sauver. Tu mourras aussi s'ils le découvrent. Je sais. Alors pourquoi? » Val s'assit sur le sol en béton froid face à lui, indifférente à la saleté ou au sang séché, comme si elle avait l'habitude de s'asseoir dans des endroits où les autres n'oseraient pas mettre les pieds. « Parce que personne ne m'a jamais sauvé quand j'en avais besoin, » dit-elle d'une voix basse et calme. Sans apitoiement, juste la vérité nue. Il y a 5 ans, j'ai été battue et jetée dans la rue en hiver, enceinte, couverte de sang. Je me suis agenouillée sur le trottoir, suppliant les passants de m'aider, mais ils sont passés devant moi comme si je n'existais pas. J'ai frappé à toutes les portes et elles m'ont été claquées au nez. J'ai failli mourir cette nuit-là. J'ai failli mourir avec l'enfant que je portais. Elle fit une pause et prit une profonde inspiration. Une seule personne s'est arrêtée,
Une vieille femme qui ne savait ni qui j'étais ni mon passé, mais elle m'a sauvé. Une seule personne et je suis encore en vie aujourd'hui. Nate la regarda, et pour la première fois, le gris froid de ses yeux n'était plus froid. Ils devinrent profonds et blessés, comme s'il se voyait dans son histoire. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix s'adoucissant d'une manière qui le surprit lui-même. « Valentina, mais tout le monde m'appelle Val. »« Valentina » répéta-t-il, comme s'il gravait ce nom dans sa mémoire. « C'est un beau prénom. Il signifie forte, en bonne santé. On dirait que ta mère a bien choisi. Elle espérait que je serais plus forte qu'elle. Elle ne savait pas à quel point la vie allait m'obliger à l'être. » Nate sourit, son premier sourire depuis plusieurs jours. Douloureux, mais réel. Et à cet instant, deux personnes abandonnées par le monde se reconnurent. Non pas comme un parrain de la mafia et une femme de ménage, mais comme deux êtres humains qui avaient touché le fond et lutté en tenant encore pour remonter la pente. Après cette nuit-là, Val commença à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle se mit à regarder. Pendant des années, en travaillant au Black Diamond, elle avait appris à être invisible. Tête baissée, regard détourné, n'entendant rien, ne voyant rien, ne sachant rien. C'était la seule façon de survivre dans ce monde. Mais elle réalisait maintenant que l'invisibilité elle-même pouvait devenir une arme. Personne ne prêtait attention à une femme de ménage agenouillée pour récurer le sol. Personne ne prenait la peine de baisser la voix lorsqu'un fantôme poussait un chariot de nettoyage devant eux. Personne n'imaginait que les oreilles cachées sous ses cheveux étroitement attachés écoutaient chaque mot qu'il prononçait. La première nuit après avoir rencontré Nate, Val demanda à nettoyer le 3e étage où se trouvait le bureau de Carlo Corsetti. Elle s'y rendit à 2 heures du matin, après que Carlo eut quitté les lieux à la fin d'une longue réunion, laissant derrière lui des verres d'alcool à moitié vides et des cendrières débordant de mégots de cigarettes. Val nettoya lentement, ses yeux balayant son bureau, à la recherche de tout ce qui pourrait lui être utile. Elle vit des notes manuscrites, des chiffres, des noms, des adresses. Elle n'en comprenait pas toute la signification, mais elle sortit son vieux téléphone, celui qu'elle avait acheté dans un prêteur sur gage pour 20 $, et photographia tout. Ses mains tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à exploser, mais elle ne s'arrêta pas. La 2e nuit, elle entendit quelque chose de bien plus important. Carlo tenait une réunion dans la salle VIP 7, la salle que Val était habituellement chargée de nettoyer après chaque nuit. Elle arriva plus tôt que d'habitude et se cacha dans le placard à produits d'entretien dans le coin, où il y avait une étroite fente juste assez large pour voir à travers. Elle dut attendre près d'1 heure dans l'obscurité exiguë. L'odeur des produits chimiques lui brûlait le nez, ses jambes étaient engourdies à force de rester debout trop longtemps, mais elle ne bougea pas. Puis ils sont arrivés. Carlo Corsetti est entré avec 2 hommes que Val n'avait jamais vus auparavant. Ils parlaient anglais avec un fort accent russe. Val a tout de suite su qu'il s'agissait des hommes de Dmitri Voulov, le parrain de la mafia russe dont Georgie avait parlé. « Demain soir, Corsetti mourra », a déclaré Carlo d'une voix froide, comme s'il parlait de la météo plutôt que du meurtre de son propre cousin. « Nous l'emmènerons à l'entrepôt sud et nous ferons croire à un incendie. Aucune preuve, aucun corps, rien. » L'un des Russes ricana. « Et après ça, je prendrai le contrôle de l'Empire Corsetti, » répondit Carlo. « Volkov aura le commerce des armes et les racines nordiques. Le reste sera à moi. Nous sommes d'accord là-dessus. Ne soyez pas trop gourmands. Volkov veut être sûr que Nathaniel est vraiment mort. » L'autre Russe dit d'un ton menaçant. « Il fait affaire avec Corsetti depuis 10 ans. Il ne veut pas de surprise. Il sera mort. » Carlos grogna. « J'attends ça depuis des années. Ce salaud a tout hérité alors que moi, son cousin aîné, je n'ai rien eu. Mon père a servi la famille à Corsetti toute sa vie et est mort dans la pauvreté, pendant que Nathaniel trônait comme un prince. Il est temps que ça change. » Val sortit son téléphone, les mains tremblantes au point de presque le laisser tomber, et activa l'enregistreur. Elle enregistra tout, chaque mot, chaque rire, chaque détail du plan visant à tuer Nate. Ils discutèrent de l'heure, du lieu, des personnes impliquées, de la manière dont ils brûleraient l'entrepôt pour effacer toute trace. Ils ont parlé d'annoncer que Nathaniel avait disparu lors d'un voyage d'affaires et que Carlo prendrait le pouvoir en tant qu'héritier légitime. La réunion a duré près d'1 heure, et lorsqu'ils sont finalement partis,
Val est restée à l'intérieur du placard pendant encore 10 minutes, osant à peine respirer, jusqu'à ce qu'elle soit certaine que personne ne se trouvait plus à l'extérieur. Elle est sortie, les jambes tremblantes, les vêtements trempés de sueur. Mais dans sa main, elle tenait une preuve, une arme, quelque chose qui pouvait tout changer. Cette nuit-là, à 4 heures du matin, elle descendait au sous-sol pour voir Nate comme promis, apportant comme d'habitude du pain et de l'eau. Mais cette fois, elle apportait quelque chose de bien plus important. Elle s'agenouilla à côté de lui, ouvrit son téléphone et lança l'enregistrement. Dans l'obscurité humide de la cellule, la voix de Carlo Corsetti résonna clairement, froide et impitoyable, exposant le plan pour assassiner son propre cousin. Nate écouta, ses yeux gris s'assombrissant, non pas de désespoir, mais de quelque chose de bien plus dangereux. La fureur d'une bête blessée qui avait enfin identifié celui qui l'avait poignardé. Lorsque l'enregistrement prit fin, il regarda Val et, dans son regard, elle ne vit plus un prisonnier attendant la mort, mais un chef calculateur, planifiant, se préparant à riposter. Après avoir écouté l'enregistrement, Nate dit à Val ce dont il avait besoin. « Alio Vargas, mon garde du corps. La nuit où j'ai été enlevé, ils lui ont tiré dessus 3 fois. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais s'il l'est, il saura comment contacter ceux qui sont restés loyaux. Theodore Walsh, mon avocat, c'est lui que tu dois trouver. Si quelqu'un peut t'aider, c'est bien Theo. » Val le regarda. Elle voulait lui demander comment une femme de ménage comme elle était censée trouver un garde du corps en fuite et un avocat issu des hautes sphères. Mais elle ne posa pas la question. Elle se contenta d'acquiescer et partit, car elle avait appris que dans ce monde, personne n'aide ceux qui attendent. Seuls ceux qui trouvent leur propre chemin survivent. Le lendemain, Val commença à utiliser ses relations, celles qu'elle pensait avoir enterrées avec son passé. Au cours des 3 années passées à travailler dans la boîte de nuit de Rico Santino, elle avait rencontré toutes sortes de personnes. Des hommes ivres qui aimaient se confier aux filles, des vantards qui se vantaient de ce qu'ils savaient pour impressionner, des hommes qui lui devaient le silence parce qu'elle n'avait jamais répété les secrets qu'ils lui avaient confiés pendant la nuit. Elle se rendit chez l'un d'entre eux, un courtier en information nommé Mickey, un homme qui savait tout ce qui se passait dans le milieu criminel de Chicago. Mickey la regarda avec stupéfaction lorsqu'elle apparut. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit en vie, et encore moins à ce qu'elle ose venir le chercher. « Je dois savoir où se trouve Alio Vargas », dit Val d'une voix froide et ferme. Elle n'était plus la jeune fille tremblante d'il y a 5 ans. « Je ne sais pas », répondit Mickey, mais il détourna rapidement le regard. « Tu le sais, dit Val, et tu vas me le dire, parce que tu me le dois encore. Tu te souviens de la nuit où tu étais ivre et où tu m'as parlé de ton accord avec les Voulov? Si cette information est divulguée, combien de temps penses-tu vivre? » Mickey pâlit, et 5 minutes plus tard, Val avait une adresse. Amelia se cachait dans un hôpital abandonné à la périphérie ouest, sauvée et dissimulée par une ancienne prostituée. Quand Val le trouva, elle vit un homme allongé sur un lit cassé, la poitrine enveloppée de bandages imbibés de sang, le visage pâle à cause de la perte de sang, mais les yeux toujours brûlants quand il apprit que Nate était vivant. Alio pleura. L'homme endurci qui avait suivi Nate depuis sa jeunesse pleura comme un enfant, les larmes coulant sur son visage balafré. « Je pensais de quoi il était mort, dit-il, la voix brisée. Je pensais avoir échoué à le protéger. » Alio donna à Val le numéro de téléphone de Theodore Walsh et l'adresse de son bureau, ainsi qu'une liste des gardes du corps loyaux qui restaient cachés dans la ville. Il lui indiqua également l'emplacement des refuges connus uniquement du cercle restreint de Nate. Val mémorisa tout, puis partit, laissant à Alio de la nourriture et des médicaments qu'elle avait achetés avec ses dernières économies. Trouver Theodore Walsh fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. C'était un avocat renommé. Son bureau se trouvait dans un quartier chic du centre-ville, un endroit où quelqu'un comme Val ne pouvait pas entrer sans se faire jeter dehors. Mais elle attendit. Elle attendit devant l'immeuble pendant 4 heures dans un froid glacial jusqu'à ce qu'il sorte enfin seul à 21 heures. « Monsieur Walsh », l'appela-t-elle en sortant de l'ombre. Il sursauta et porta la main à son manteau comme s'il cherchait une arme. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? »« Je viens de la part de Nathaniel Corsetti, » dit rapidement Val. « Il est vivant. Il a besoin de votre aide. » Les yeux de Theo s'écarquillèrent. Il regarda autour de lui comme s'il craignait d'être observé, puis entraîna Val dans une ruelle sombre.
Que dites-vous? Nate est vivant? Comment le savez-vous? Qui êtes-vous? Val lui tendit son téléphone et lui fit écouter l'enregistrement de la rencontre entre Carlo et les Russes. Theo écouta, son visage passant de la stupéfaction à l'horreur, puis à la fureur. À la fin de l'enregistrement, il resta immobile pendant un long moment, les mains crispées en poing. « Mon Dieu » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Carlo, c'était Carlo. J'aurais dû m'en douter. »« Que savez-vous » demanda Val. Theo la regarda, ses yeux vieillissants, remplis de douleur. La femme et le fils de Nate, Isabelle et le garçon. Ils sont morts dans un attentat à la voiture piégée il y a 3 ans. Tu le savais? Personne n'a jamais trouvé le coupable. Nate a cherché pendant 3 ans. Il a dépensé des millions pour traquer celui qui avait tué sa famille, mais il n'y avait aucune piste. Il fit une pause et déglutit. Mais maintenant, avec ce que tu viens de me faire entendre, avec la façon dont Carlo a tout planifié, avec le temps qu'il a passé aux côtés de Vulov, tout prend sens. Carlo les a tués. Il a tué Isabelle et le garçon pour affaiblir Nate et préparer le terrain pour aujourd'hui. Val sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle pensa à Mia, pensa à comment quelqu'un avait pu tuer sa fille pour un jeu de pouvoir, et elle comprit la cruauté de ce monde plus profondément que jamais auparavant. Elle comprit également la douleur que Nate portait en lui, la douleur d'un père qui avait perdu son enfant et ne savait pas qui était l'ennemi. Jusqu'à présent, cette nuit-là, lorsque Val descendit au sous-sol avec la nouvelle qu'elle venait d'apprendre, elle ne savait pas comment le dire. Comment dire à un homme que la personne qui a assassiné sa femme et son enfant était son propre sang, celui en qui il avait confiance depuis tant d'années? Elle s'assit en face de Nate, regarda dans les yeux gris qui lui étaient devenus familiers, et elle y vit une fragile étincelle d'espoir. L'espoir qu'elle lui apportait de bonnes nouvelles, que le plan de sauvetage avançait. Mais Val n'apportait pas de bonnes nouvelles. Elle apportait la vérité. Et parfois, la vérité était plus brutale que la mort. « J'ai trouvé Alio » commença-t-elle d'une voix douce, comme si elle avait peur de briser quelque chose. « Il est vivant, gravement blessé, mais il s'en remettra. » J'ai aussi rencontré Theodore Walsh. Nate acquiesça, les yeux brillants. « Bien, très bien. Avec Alio et Theo, nous pouvons y arriver. Il y a encore une chose. » Val l'interrompit et vit Nate s'arrêter, sentant quelque chose dans son ton. Une lourdeur qu'elle ne pouvait cacher. « Qu'y a-t-il? » Val prit une profonde inspiration. « Theo m'a parlé de votre femme et de votre fils, de l'attentat à la voiture piégée il y a 3 ans. » Nate se raidit, ses yeux gris s'assombrissant comme un ciel avant l'orage. Il ne dit rien, mais son corps se tendit comme une corde sur le point de casser. Theo a dit « Vous avez cherché le meurtrier pendant 3 ans sans aucune piste. » Val continua, la voix légèrement tremblante. « Mais maintenant, avec ce que j'ai entendu lors de la réunion de Carlos, avec la façon dont il prépare tout depuis si longtemps, avec ses liens avec Vulov, elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. » Nate comprit. Elle vit le moment où la vérité le transperça comme une balle. Le moment où tout s'assembla dans son esprit, formant une image horrible qu'il n'aurait jamais voulu voir. « Carlo » murmura-t-il d'une voix plate qui était terrifiante. « Carlo a tué Isabelle. Carlo a tué mon fils. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, un verdict. Val acquiesça, ne sachant quoi dire face à la douleur dont elle était témoin. Nate resta immobile, ses yeux gris fixant le vide. Et elle le vit s'effondrer de l'intérieur, morceau par morceau, comme un bâtiment détruit par des explosifs. Il n'avait que 4 ans, dit Nate, la voix brisée comme du verre. Il aimait la glace à la fraise. Il aimait les dinosaures. Chaque matin, il courait dans ma chambre, sautait sur le lit et disait « Papa, réveille-toi ». Il appelait Carlo, oncle Carlo. Il aimait oncle Carlo parce qu'il lui achetait toujours des jouets. Des larmes coulaient sur le visage de Nate. C'étaient les premières larmes que Val le voyait verser pour lui-même et non pour quelqu'un d'autre. Il pleurait en silence, sans sanglots. Seulement des larmes et la douleur absolue d'un père qui avait tout perdu et qui venait seulement de découvrir qui était son ennemi. Val ne savait pas ce qu'elle faisait lorsqu'elle s'approcha. Quand elle posa sa main sur sa main enchaînée, quand elle la serra fort comme si elle pouvait lui transmettre un peu de force par ce contact, elle ne dit rien, car aucun mot ne pouvait apaiser cette douleur. Elle resta simplement là, silencieuse, avec lui dans l'obscurité. Ils restèrent assis ainsi pendant longtemps, peut-être quelques minutes, peut-être 1 heure. Val ne savait pas,
Mais elle sentit alors que la main sous la sienne cessait de trembler et se raffermissait, passant de la faiblesse à la force. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit que les yeux gris de Nate n'étaient plus un abîme de douleur. Ils s'étaient transformés en feu, un feu froid et impitoyable, plus terrifiant que tout ce qu'elle avait jamais vu. « Je vais le tuer, » dit Nate, d'une voix qui ne tremblait plus, qui n'était plus brisée. Seulement la froide certitude d'une sentence déjà prononcée. « Je vais le mettre en pièces et je vais le faire supplier de mourir avant de le laisser mourir. » Val n'eut pas peur en entendant ces mots. Elle aurait dû l'être, mais elle ne l'était pas. Elle comprenait. Si quelqu'un avait fait la même chose à Mia, elle aurait dit la même chose. Elle serait devenue un monstre pour se venger. « D'abord, tu dois sortir d'ici, » dit-elle. « Tu dois survivre à la nuit de demain. » Nate la regarda, et quelque chose changea dans son regard lorsqu'il la regarda. Une douceur au milieu de toute cette dureté, une étincelle de lumière dans l'obscurité. « Pourquoi es-tu encore ici, Valentina ?» demanda-t-il. « Tu aurais pu partir depuis longtemps. » Val le regarda, cet homme enchaîné, couvert de sang, qui venait d'apprendre la vérité la plus cruelle de sa vie. « Parce que parfois, dit-elle doucement, ceux que le monde a abandonnés doivent se protéger les uns les autres. » Le plan fut mis au point au cours des 24 heures suivantes. Une course contre la montre que Val n'osait imaginer échouer. Alio, bien qu'encore faible, réussit à contacter les 5 gardes du corps fidèle qui se cachaient dans la ville. Des hommes prêts à mourir pour leur patron. Théo prépara une voiture qui attendait à la sortie arrière du casino et un bunker sécurisé dans la banlieue. Un endroit que même Carlo ne connaissait pas, car il avait été construit en secret par le père de Nate des décennies plus tôt. Tout dépendait du timing, de la précision et d'un vieil homme qui avait juré fidélité à la véritable lignée Corsetti. Cette nuit-là, Carlo organisa une grande fête dans les étages supérieurs du casino pour célébrer ce qu'il appelait le transfert de pouvoir. Il invita ses alliés, ses partenaires et ceux qu'il voulait impressionner par son autorité naissante. La musique résonnait à l'étage, accompagnée de rires et du tintement des coupes de champagne. Pendant ce temps, au sous-sol, un sauvetage se déroulait en silence. Val arriva au casino à 22 heures, comme d'habitude, vêtue de son uniforme de femme de ménage habituel, poussant son chariot de nettoyage dans les couloirs que personne ne prenait la peine de regarder. Elle avait fait cela des milliers de fois, et ce soir-là ne semblait pas différent des autres pour ceux qui l'entouraient. Mais dans sa poche se trouvait son téléphone en mode silencieux, attendant le message d'Alio lui indiquant que la voiture était prête à la porte arrière. À 23h30, le message arriva. Val descendit au sous-sol, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Georgie l'attendait déjà, le visage ridé tendu, mais les yeux brillants d'une sorte de soulagement, comme s'il avait attendu ce moment pendant de nombreuses années. « Dépêchez-vous, » dit-il en conduisant Val à la cellule de Nate. Il sortit le trousseau de clés, la main tremblant légèrement tandis qu'il cherchait la bonne clé, puis déverrouilla la porte en acier. À l'intérieur, Nate s'était déjà levé, ses yeux gris brillants dans l'obscurité lorsqu'il les vit. Georgie entra, s'agenouilla à côté de lui et commença à déverrouiller les chaînes qui lui entravaient les poignets et les chevilles. « Patron, » dit-il d'une voix étranglée, « je suis désolé. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû. »« Tu en as fait assez, Georgie, » dit Nate d'une voix étonnamment douce. « Tu as été fidèle à ma famille pendant 40 ans. Mon père serait fier de toi. » Les chaînes tombèrent sur le sol dans un cliquetis métallique, et pour la première fois depuis des jours, Nate se retrouva libre. Il tituba légèrement, les jambes faibles après avoir passé tant de temps dans les fers, mais Val le soutint rapidement, le laissant s'appuyer sur son épaule. « Nous devons partir, » dit-elle. « Amélio nous attend à la porte arrière. » Ils avancèrent dans le couloir sombre, Georgie en tête, Val soutenant Nate, chaque pas prudent comme s'il marchait sur de la glace fine. Ils étaient presque arrivés à l'escalier menant au premier étage lorsque tout s'effondra. La porte au bout du couloir s'ouvrit brusquement et une silhouette en sortit, leur bloquant le passage. Rico Santino se tenait là, les yeux écarquillés à la vue du spectacle qui s'offrait à lui, puis il les plissa lorsqu'il reconnut Val. « Toi, siffla-t-il, la voix chargée de choc et de haine, toi, vieille, tu es encore en vie et tu oses? » Son regard passa rapidement de Val à Nate, puis à Georgie, et la vérité le frappa comme un éclair. « Tu aides Corsetti à s'échapper. Toi, une traînée que j'ai jetée comme un déchet. » Val se figea alors que les souvenirs d'il y a 5 ans la submergeaient comme un raz de marée. Les nuits d'abus,
les coups, l'humiliation d'être jetée dans la rue comme un chien errant. Mais elle n'était plus cette fille. Elle ne tremblait plus devant lui. « Écarte-toi, Rico, » dit-elle d'une voix froide et ferme. « Tu n'as pas ta place dans cette guerre. » Rico éclata d'un rire cruel qu'elle avait entendu trop souvent dans ses cauchemars. « Pour qui te prends-tu? Que crois-tu pouvoir faire? » Il tendit la main vers la poche de son manteau où Val savait qu'un pistolet était caché. Mais avant qu'il ne puisse toucher l'arme, Nate bougea si vite que Val ne put le suivre des yeux. Même après des jours de torture, même avec les jambes encore tremblantes à cause des chaînes, Nate était toujours le chef de la mafia qui avait survécu à d'innombrables batailles. Il se jeta sur Rico, une main serrée autour de sa gorge, l'autre arrachant le pistolet de sa poche. Rico s'étouffa, les yeux exorbités, mais il réussit à faire une dernière chose avant que Nate ne lui écrase la trachée. Il appuya sur le bouton d'alarme du téléphone accroché à sa ceinture. L'alarme que tous les hommes de Carlo portaient sur eux. L'alarme retentit dans tout le casino, brisant le silence du sous-sol, et Val sut que tout venait de se compliquer 1000 fois plus. Le son strident de l'alarme déchira l'air, résonnant dans les couloirs du sous-sol comme les cris de l'enfer lui-même. Nate resserra son étreinte autour du cou de Rico jusqu'à ce que l'homme s'affaisse, puis le jeta au sol comme un sac poubelle. Il prit l'arme des mains de Rico, vérifia le chargeur, puis se tourna vers Val et Georgie, avec les yeux d'un guerrier prêt au combat. « Courez, ordonna-t-il. Prenez la sortie de secours Est. Alio vous y attend. » Ils coururent. Georgie les guida à travers un labyrinthe de couloirs qu'ils connaissaient par cœur après avoir travaillé là pendant 40 ans. Des pas lourds résonnaient derrière eux. Des cris, le bruit des armes qu'on arme, et Val sut que les hommes de Carlos envahissaient le sous-sol comme des loups flairant leur proie. Ils tournèrent à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, et Val perdit complètement le sens de l'orientation. Elle savait seulement qu'elle devait suivre Georgie devant elle, luttant pour ne pas glisser sur le sol en pierre humide. Des coupes de feu éclataient en derrière eux. Les balles sifflaient au-dessus de leur tête et s'écrasaient contre les murs, remplissant l'air de poussière de béton. Nate se retourna et riposta. 2 coupes de feu, puis 3, et Val entendit quelqu'un crier et tomber. Mais elle n'osa pas se retourner. « La porte de sortie est juste devant !» cria Georgie, la voix rauque à cause de l'âge et de l'effort. « Plus que 20 mètres. » Ils coururent comme ils n'avaient jamais couru auparavant. Les poumons de Val brûlaient. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb, mais elle ne s'arrêta pas. Mia l'attendait. Sa fille était à la maison avec Abou Carmen et elle devait survivre. Elle devait retrouver son enfant. La porte en acier apparut devant eux. Georgie se précipita vers elle, tourna la poignée, et la lumière de l'extérieur se répandit comme une promesse de liberté. Mais à ce moment-là, 3 hommes de Carlo émergèrent d'un couloir latéral, leur bloquant le passage. Nate tira, abattant l'un d'eux, mais les 2 autres plongèrent pour se mettre à couvert et ripostèrent sans relâche. Ils étaient piégés. La sortie était juste là, mais ils ne pouvaient pas faire un pas de plus sans être abattus. « Vas-y », dit soudain Georgie, d'une voix étrangement calme au milieu des coups de feu et du chaos. « Je vais les retenir. » Nate se tourna vers lui. Les yeux gris écarquillés. « Georgie, poste de patron. » Georgie l'interrompit. Et pour la première fois de la nuit, il sourit, le sourire paisible d'un homme qui avait accepté son destin. « Je suis vieux. J'ai vécu assez longtemps. Mais toi, tu as encore un empire à reconquérir, des ennemis à punir. » Et il regarda Val, son sourire devenant plus chaleureux, et des gens qui ont besoin de toi. Avant que Nate n'ait pu protester, Georgie jaillit de sa cachette et se précipita vers les 2 tireurs en criant pour attirer leur tir. « Partez! Partez maintenant! » hurla-t-il. Et cette fois, Nate n'avait pas le choix. Il attrapa la main de Val, la tira vers la sortie, et ils se précipitèrent à travers la porte en acier juste au moment où des coups de feu retentissaient derrière eux. Puis le silence. Val voulait faire demi-tour, voulait voir ce qui était arrivé à Georgie. Mais Nate ne le lui permit pas. Il la traîna dans la ruelle sombre derrière le casino où un SUV noir était garé, le moteur tournant au ralenti. Amelia était au volant, le visage pâle à cause de blessures qui n'étaient pas encore complètement guéries, mais les yeux brillants lorsqu'il vit Nate. « Patron !» cria-t-il en ouvrant la porte. « Montez !» dirent-ils en sautant dans le véhicule,
et Alio appuya immédiatement sur l'accélérateur, le SUV filant comme une balle dans la nuit. Derrière eux, les coups de feu résonnaient encore depuis le casino. L'alarme hurlait toujours, mais tout s'éloignait de plus en plus. Val était assise sur la banquette arrière, haletante, le corps couvert de sueur froide, et elle réalisa que sa main serrait celle de Nate. Ou peut-être était-ce sa main qui serrait la sienne. Elle n'en était plus sûre. Elle regardait par la fenêtre les lampadaires défiler comme des traînées de lumière floue, et elle pensait à Georgie, le vieil homme qui était mort pour qu'il puisse vivre. « Georgie », murmura-t-elle, la voix brisée. Nate ne répondit pas, mais elle sentit sa main se resserrer. Et lorsqu'elle se tourna pour le regarder, elle vit ses yeux gris scintiller dans l'obscurité. « C'était le dernier homme fidèle à mon père », dit Nate d'une voix basse et douloureuse. « Il a servi la famille à Corsetti pendant 40 ans, et il est mort avec le sourire parce qu'il savait qu'il avait tenu son serment. » Le silence envahit la voiture, un silence lourd de chagrin et de perte. Val ne savait pas quoi dire. Elle se contenta de tenir la main de Nate, lui faisant comprendre qu'elle était là, qu'il n'était pas seul. Alio conduisit à travers les rues sombres de Chicago vers la périphérie, vers le bunker sécurisé où ils pourraient se cacher et planifier leur contre-attaque. Mais Val ne pensait pas à cela. Elle pensait à Mia, à sa fille qui était à la maison avec Abu Akarmen, au fait qu'elle devait retourner auprès de son enfant immédiatement. « Mia, dit-elle d'un ton pressant, « ma fille, je dois la retrouver. » Nate la regarda et acquiesça. « Alio, va d'abord chez elle. » La voiture s'arrêta devant le vieil immeuble du quartier sud et Val en sortit avant même que les roues ne soient complètement immobilisées. Elle courut vers l'entrée principale, dont la serrure était cassée depuis des années, monta les escaliers 3 marches à la fois, le cœur battant si fort qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses os, dans son sang. Un instinct maternel qui n'avait pas besoin d'explication. Lorsqu'elle arriva au 3e étage, devant l'appartement Endeg 37 d'Abu Akarman, Val se figea. La porte avait été enfoncée, les gonds arrachés, des éclats de bois jonchaient le sol du couloir. « Non », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Non, non, non », se précipita-t-elle à l'intérieur et le monde s'écroula sous ses pieds. Le petit appartement avait été saccagé. Les meubles étaient renversés, les affaires éparpillées partout. Abu Akarmen gisait immobile sur le sol. Du sang coulait de sa tête. Une longue blessure sur son front tachait de rouge ses cheveux argentés. Val se jeta à ses côtés, tomba à genoux, ses mains tremblantes cherchant son pouls. Elle était vivante. Elle était vivante. Mais Mia n'était pas là. Val courut dans l'appartement en appelant sa fille. Sa voix devenait de plus en plus frénétique. « Mia, Mia, où es-tu? » Il n'y eut aucune réponse. Aucun bruit de son enfant, seulement un silence terrifiant et une forte odeur métallique de sang dans l'air. Nate entra, suivi de près par Alio, et tous deux se figèrent à cette vue. Nate balaya la pièce du regard, ses yeux gris scrutant les lieux comme un prédateur évaluant le danger. Puis son regard s'arrêta sur la petite table près de la fenêtre. Un morceau de papier y était posé soigneusement, comme si quelqu'un voulait être sûr qu'il soit trouvé. Il s'approcha, le ramassa et son visage changea lorsqu'il lut les mots. « Val », appela-t-il d'une voix tendue. Val courut vers lui arracha le papier des mains et lut chaque mot comme une balle qui lui transperçait le cœur. « Si tu veux que la fille reste en vie, échange la vie de Corsetti, Southern Warehouse, 12, demain à minuit. Viens seul, Vulov. » Le papier glissa des doigts de Val et tomba sur le sol comme une feuille morte. Elle resta là, incapable de bouger, incapable de respirer, incapable de penser. Mia, sa fille, l'enfant de 5 ans pour laquelle elle vivait, était désormais entre les mains d'un monstre. Un homme qui tuait sans ciller. Un parrain de la mafia russe connu pour torturer ses victimes avant de les tuer. Les genoux de Val se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol. Un cri déchirant s'échappa de sa gorge. Le cri d'une mère qui venait de tout perdre. « Mia, ma fille! » Ils ont pris ma fille. Des larmes coulaient sur son visage, son corps tremblait de manière incontrôlable, et elle cria encore et encore jusqu'à ce que sa voix se brise et qu'il ne reste plus que des sanglots étouffés. Nate s'agenouilla à côté d'elle, ses mains puissantes agrippant ses épaules, la forçant à le regarder. « Val », dit-il d'une voix dure, mais qui cachait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à la douleur qu'il avait lui-même endurée autrefois. « Regarde-moi,
Regarde-moi. Val leva la tête, les yeux bruns rougis et gonflés par les larmes. Son visage était déformé par la douleur. Ils vont tuer mon enfant, dit-elle d'une voix brisée. Ils n'en auront pas l'occasion. L'interrompit Nate, ses yeux gris s'embrasant d'une flamme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La flamme d'un homme qui avait autrefois régné sur tout Chicago. La flamme d'un père qui avait perdu un enfant et comprenait exactement ce qu'elle endurait. Je te le jure, Val, je la ramènerai. Je tuerai quiconque osera la toucher. Et je te la ramènerai, même si cela me coûte la vie. Tu ne comprends pas, sanglota Val, agrippant son manteau comme une femme qui se noie s'accroche à une bouée de sauvetage. Tu ne comprends pas ce qu'ils feront à mon enfant. Je comprends très bien, dit Nate d'une voix grave, aussi douloureuse qu'une vieille blessure qui se rouvre. Je comprends mieux que quiconque. J'ai perdu mon fils et je ne te laisserai pas perdre ta fille. Pas à cause de moi, pas ce soir, jamais. Il se leva et se tourna vers Alio. Ses yeux gris n'étaient plus ceux d'un prisonnier qui venait de s'échapper, mais ceux d'un chef qui se préparait à la guerre. Appelle tout le monde, appelez Theo, appelez Bobby Sullivan, appelez tous ceux qui sont encore loyaux. Nous n'attendrons pas demain soir, nous frapperons ce soir. La maison sécurisée à la périphérie de Chicago se transforma en centre de commandement en moins de 2 heures. Alio contacta tous ceux qui étaient encore loyaux, et ils arrivèrent un par un, silencieux comme des fantômes dans la nuit. 5 gardes du corps qui suivaient Nate depuis ses débuts. Des hommes qui avaient échappé à l'embuscade la nuit où il avait été capturé et s'étaient cachés pour attendre une occasion. Theodore Walsh arriva avec une mallette remplie d'informations sur les propriétés de Volkov, y compris l'entrepôt sud où Mia était détenue. Le détective Bobby Sullivan, le policier dont Nate avait sauvé la fille des trafiquants il y a des années, apporta des cartes détaillées de la région et des renseignements sur le nombre d'hommes armés que Volkov déployait habituellement. Le bunker se remplit de monde, l'odeur de l'huile à fusil, de la sueur et de la tension se mélangeant dans l'air. Nate se tenait au centre de la pièce devant une grande carte étalée sur la table. Et Val le regardait comme s'il s'agissait d'un homme complètement différent. Ce n'était plus l'homme enchaîné qu'elle avait trouvé dans un sombre sous-sol. Ce n'était plus le prisonnier attendant la mort à qui elle avait apporté du pain et de l'eau. C'était Nathaniel Corsetti, le patron de Chicago, l'homme que toute la ville craignait. Et maintenant, elle comprenait pourquoi. Il donnait des ordres avec une précision froide, assignant des tâches comme un général avant la bataille, ses yeux balayant chaque personne d'un regard perçant qui mesurait les forces et les faiblesses. Volkov a environ 20 hommes armés qui gardent l'entrepôt, dit Bobby Sullivan en pointant la carte. Ils travaillent par roulement, 8 par équipe, 4 à l'extérieur et 4 à l'intérieur. Carlo est dans son penthouse, célébrant sa victoire prématurée, ignorant que Nate s'est échappé. Nous nous divisons en 2 équipes, décida Nate. La première équipe attaque l'entrepôt et sauve la fille. La deuxième équipe fait irruption dans le penthouse et capture Carlo vivant. Je dirigerai la première équipe. Patron, intervint Alio, la voix tendue par l'inquiétude. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Tu as été blessé. Je m'en fiche. Nate l'interrompit d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. C'est à cause de moi que la fille est entre les mains de Vulov. Sa mère a risqué sa vie pour sauver la mienne, et maintenant, c'est son enfant qui en paie le prix. Je la ramènerai moi-même ou je mourrai en essayant. La réunion se poursuivit pendant 1 heure. Chaque détail fut soigneusement discuté, chaque éventualité préparée. Lorsque les autres se dispersèrent pour rassembler leurs armes et leur équipement, Val resta assise dans un coin, le regard fixe, l'esprit occupé par Mia, imaginant les terribles épreuves que son enfant pouvait endurer. Nate vint s'asseoir en face d'elle, et pendant un long moment, aucun des deux ne parla. « Tu devrais rester ici, finit-il par dire. Cet endroit est sûr. Je te ramènerai, Mia. » Val leva la tête, ses yeux bruns rencontrant ceux, gris, de Nate. « Je veux venir avec toi. »« Non, tu mourras. Je m'en fiche. » Nate la regarda et elle vit sa mâchoire se crisper. Elle vit ses yeux s'illuminer d'une lueur qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Moi, ça m'importe, dit-il doucement. Pourquoi crois-tu que je me bats ce soir? Mon empire, l'argent, le pouvoir. » Il se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. « Je me bats pour toi. Pour la fille? Parce que pour la première fois en 3 ans, j'ai une raison de vivre qui n'est pas la vengeance. » Val se figea, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Toi, je ne sais pas comment l'appeler, continua Nate, la voix rauque,
comme si ces mots étaient tirés d'un endroit qu'il avait scellé pendant des années. Quand tu es entré dans cette pièce sombre avec du pain et de l'eau, quand tu m'as regardé comme un être humain et non comme un monstre, quand tu m'as tenu la main la nuit où j'ai appris la vérité sur Isabelle et mon fils, tu as changé quelque chose en moi. Je pensais que cette partie de moi était morte avec ma famille il y a 3 ans. En fait, elle attendait seulement que quelqu'un la réveille. Il leva la main et lui caressa la joue. Val sentit la chaleur de sa paume se répandre sur sa peau froide. Je ramènerai Mia. Je te le promets. Mais tu dois rester ici. Tu dois vivre, car si tu meurs, même si je gagne ce soir, j'aurai déjà perdu. Des larmes coulèrent sur les joues de Val. Elle ne savait pas si elles étaient dues à la peur pour Mia, au poids des paroles de Nate ou aux deux. Elle attrapa sa main contre son visage et la serra fort, comme si c'était la seule bouée de sauvetage dans une mer noire. « Tu dois revenir, dit-elle, la voix brisée. Tu m'entends? Tu dois ramener Mia à la maison et tu dois revenir avec elle. Tu ne peux pas mourir. » Nate sourit, le premier sourire qu'elle voyait sur ses lèvres, qui ne reflétait ni douleur ni amertume. Un vrai sourire, doux et chaleureux, au point de lui serrer le cœur. « J'essaierai, dit-il, pour toi. » Puis il se leva et retourna vers ses hommes. Et Val regarda son dos, priant n'importe quel dieu à l'écoute pour que ce ne soit pas la dernière fois qu'elle le voyait. L'entrepôt sud se trouvait à la lisière d'une zone industrielle abandonnée. C'était un immense bâtiment en briques rouges aux fenêtres brisées, envahi par les mauvaises herbes. C'était une nuit sans lune. L'obscurité recouvrait tout comme une couverture noire. Et c'était exactement l'avantage dont Nate avait besoin. Son équipe s'approcha de 3 directions, silencieuses comme des fantômes, neutralisant les gardes extérieurs avant qu'ils ne puissent donner l'alerte. Nate menait le groupe principal, arme à la main, ses yeux gris balayant les ombres avec la concentration d'un prédateur. Il avait déjà fait cela des centaines de fois auparavant, pris d'assaut des bastions d'ennemis et en était ressorti les mains couvertes de sang. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, il ne s'agissait pas de pouvoir ou d'argent. Ce soir-là, c'était pour une fillette de 5 ans qui lui avait donné un bonbon alors qu'il était enchaîné à un mur. Et pour la mère qui l'avait sauvé alors que le monde entier lui avait tourné le dos. Ils firent éruption dans l'entrepôt par l'entrée arrière. Des coups de feu déchirèrent le silence, des cris résonnèrent, des bottes martelèrent le sol. Des balles s'écrasèrent contre les murs et déchirèrent la chair. Nate tira sans hésiter. Chaque tir était précis et mortel, traversant les étagères rouillées et les vieux conteneurs comme une tempête destructrice. Alio resta à ses côtés, couvrant son flanc. Sa blessure n'était pas complètement guérie, mais il se battait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils s'enfoncèrent dans l'entrepôt, laissant derrière eux des cadavres et des flaques de sang qui s'étalaient sur le sol en béton. Ils atteignirent alors la salle principale, un vaste espace ouvert au cœur du bâtiment, où Dimitri Voulov les attendait avec un sourire cruel. Il avait environ 50 ans, les cheveux argentés coupés courts. Son visage marqué par les cicatrices était celui d'un survivant de trop nombreuses guerres. À ses côtés, l'un de ses hommes tenait Mia, un couteau pressé contre la gorge de l'enfant. Val pouvait voir la fillette trembler, les larmes coulant sur ses joues, mais elle ne criait pas, comme si elle savait déjà que pleurer ne la sauverait pas. « Corsetti, dit Voulov d'une voix épaisse, teintée d'un accent russe et de mépris. « Tu es arrivé plus tôt que prévu. Je pensais que tu attendrais jusqu'à demain soir, comme convenu. » « La fille peut être n'importe où, tant que tu la laisses partir, » répondit Nate d'une voix glaciale. Ses yeux gris ne quittaient pas Mia ni la lame posée sur sa gorge. Mia le vit alors, et ses grands yeux s'illuminèrent d'une fragile étincelle d'espoir. « Oncle Candy, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, mais qui n'était plus consumée par la peur. Nate sentit sa poitrine se serrer au son de ces mots. Les souvenirs de son fils lui revinrent en mémoire. Un garçon de 4 ans qui l'appelait par des surnoms idiots, un enfant désormais enterré à cause d'une trahison sanglante. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Il ne laisserait pas cela se reproduire. « Que veux-tu » demanda Nate, les yeux rivés sur Voulov tandis que son esprit calculait tous les coups possibles. « Ta vie » Volkov éclata de rire. « Tu échanges ta vie contre celle de la fille. C'est équitable, non? Un patron contre un enfant sans valeur. Ça me semble être une bonne affaire. » Nate acquiesça lentement, comme s'il réfléchissait. « Très bien, laisse partir la fille. Ton arme d'abord. » Nate posa son arme et leva les mains. Voulov fit signe à ses hommes d'avancer.
Et à ce moment précis, un seul coup de feu retentit depuis une fenêtre cassée que personne n'avait remarqué. Alio, désormais sniper, avait grimpé là-haut pendant que Nate attirait l'attention et sa balle traversa la tête de l'homme qui tenait Mia avec une précision mortelle. Le chaos éclata. Nate se précipita vers Mia, la prit dans ses bras et utilisa son corps comme bouclier. Alors que les balles pleuvaient, l'une d'elles lui transperça l'épaule, lui causant une douleur brûlante. Mais il ne s'arrêta pas. Il serra l'enfant tremblante contre lui et roula derrière un conteneur, la protégeant de la tempête de balles qui déchirait la pièce. Le combat était brutal. L'équipe de Nate subit de lourdes pertes. 2 hommes tombèrent dans les premières minutes, mais ils ne battirent pas en retraite. Un par un, les hommes de Volkov tombèrent. Les positions furent brisées. Le terrain fut reconquis jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Vulov, blessé à la jambe, affalé contre un mur, un pistolet vide à la main. Nate s'avança vers lui, le sang coulant de son épaule le long de son bras, les yeux gris inébranlables. « Tu sais ce qui va se passer maintenant, Vulov ?» dit-il, toujours avec un rictus, même à quelques centimètres de la mort. « Carlo le saura. Carlo me verra quand j'en aurai fini avec toi. » Nate l'interrompit. Il leva son arme et, sans un mot, appuya sur la détente. Volkov s'effondra, la tête basculant sur le côté, les yeux fixés sur le plafond de l'entrepôt. Nate se retourna et retourna vers Mia, recroquevillée derrière le conteneur, les yeux écarquillés, à la fois remplis de peur et de confiance. Il s'agenouilla et l'enlaça doucement. Mia s'accrocha à son cou et sanglota. « Oncle Candy, pleura-t-elle, j'avais tellement peur. Je veux ma maman. » « Je sais, dit Nate doucement, d'une voix si douce qu'il était difficile de croire que c'était le même homme qui venait de tuer Vulov sans ciller. « Je vais te ramener à ta maman, je te le promets. » Pendant que Nate attaquait l'entrepôt, la deuxième équipe avait fait irruption dans le penthouse de Carlos et l'avait capturé sans grande difficulté. Carlos était ivre, en train de faire la fête, et il n'avait même pas compris ce qui se passait avant d'être assommé et ligoté. Il était maintenant agenouillé sur le sol en béton froid du bunker sécurisé, les mains attachées derrière le dos, le visage enflé et meurtri par les coups. Et devant lui se tenait Nathaniel Corsetti, le cousin dont il était certain qu'il était déjà mort. Val se tenait dans un coin de la pièce. Mia dormait dans la pièce voisine après que le médecin privé de Nate l'ait examinée et ait confirmé qu'elle n'avait aucune blessure autre que le choc. Val ne voulait pas être là. Elle ne voulait pas être témoin de ce qui allait se passer, mais elle avait besoin de la vérité. Elle avait besoin de l'entendre de la bouche de l'homme qui avait failli tuer même son enfant. « Cousin, dit Nate d'une voix si froide que l'air de la pièce sembla se glacer. « Je sais que tu as tué Isabelle et de mon fils, dit Carlo en levant la tête. Ses yeux étaient encore injectés de sang à cause de l'alcool, mais ils étaient maintenant remplis de peur. « Comment la connais-tu? » dit Nate en désignant Val, la femme que tout cet empire traitait comme une moins que rien. Elle avait découvert la vérité alors que personne d'autre n'avait pu le faire. Carlo regarda Val, les yeux brillants de haine et de mépris. « C'est toi qui as laissé. » Un coup de feu retentit. La balle transperça le genou de Carlo. Des éclats d'os et de sang jaillirent. Il hurla et s'effondra sur le sol. « Ne l'appelle jamais comme ça, dit Nate. Le pistolet fume encore. La prochaine fois, ce sera l'autre genou. Après ça, ce sera ce qu'il y a entre tes jambes. Et je continuerai jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. » Carlo se tordait de douleur sur le sol, les larmes et la morve se mêlant au sang. Il n'était plus que l'ombre pathétique de l'homme qui pensait autrefois régner sur tout Chicago. « D'accord, d'accord, hurla-t-il, la voix déformée par la douleur. « Je parlerai, je te dirai tout. » Et c'est ce qu'il fit. Il raconta comment il avait détesté Nate pendant des années. Détesté que Nate ait tout hérité alors que lui, le cousin aîné, n'avait rien reçu. Il raconta comment il avait contacté Volkov 5 ans plus tôt, lui exposant étape par étape son plan pour s'emparer du trône. Et il parla de l'attentat à la voiture piégée 3 ans auparavant. Comment il avait engagé des hommes pour placer la bombe dans la voiture d'Isabelle. Comment il avait regardé de loin l'explosion qui avait tué la femme et le fils de Nate. « Je ne pensais pas que l'enfant serait dans la voiture, dit Carlo, la voix tremblante, comme si cela pouvait tout excuser. Je voulais juste tuer ta femme, te briser, te rendre plus facile à contrôler. Je ne savais pas que tu avais emmené le garçon à l'école ce jour-là. » Nate resta immobile,
les yeux gris fixés sur Carlos sans cligner des paupières. Val pouvait voir la main de Nate trembler, non pas de peur, mais parce qu'il retenait une fureur assez puissante pour brûler le monde entier. « Mon fils avait 4 ans, dit Nate d'une voix terriblement neutre. Il t'appelait oncle Carlo. Il adorait quand tu lui achetais des jouets. Chaque fois qu'il te voyait, il courait te serrer dans ses bras et riait. » Carlo sanglotait, les larmes coulant sur son visage ensanglanté. « Frère, je t'en prie, nous sommes de la même famille. Ton père et le mien étaient frères. Tu ne peux pas faire ça. Tu as tué ma famille. » Nate l'interrompit en s'approchant. Il pointa son arme sur la tête de Carlo. « Tu as tué mon fils de 4 ans. Tu as tué ma femme. Tu m'as pris ma famille et tu m'as laissé en enfer pendant 3 ans, sans savoir qui était mon ennemi. Tu crois que le sang avait encore une signification après ça? » Carlos hurla, supplia et pleura. Mais Nate ne l'écouta pas. Il resta là, regardant l'homme qui avait détruit sa vie. Et dans ses yeux gris, il n'y avait ni pitié, ni hésitation, seulement la justice froide des enfers. « Mon fils, dit Nate d'une voix glaciale, il s'appelait Marcus. Tu étais l'oncle en qui il avait confiance, celui qui lui achetait des jouets tout en prévoyant de réduire son rire au silence. Il voulait devenir astronaute quand il serait grand. Il ne grandira jamais. » Il appuya sur la gâchette. Le coup de feu résonna dans le bunker, puis le silence revint. Carlo Corsetti gisait immobile sur le béton, le sang coulant de l'impact de balles dans son front, les yeux grands ouverts dans une horreur éternelle. Val se tenait dans un coin et avait tout vu. Elle n'avait pas peur, elle comprenait. Dans ce monde, c'était la seule justice qui existait. Et parfois, la justice avait la couleur du sang. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sanglante, et Chicago avait lentement retrouvé son rythme habituel, du moins en apparence. Nathaniel Corsetti avait pleinement repris le pouvoir. L'Empire Corsetti était plus fort que jamais. Après avoir purgé les traîtres et fait comprendre à ceux qui restaient le prix de la déloyauté, il avait changé beaucoup de choses dans le fonctionnement de l'Empire. Il avait fermé les boîtes de nuit comme celles que Rico Santino dirigeait autrefois, éliminé complètement le trafic d'êtres humains qu'il avait toujours méprisé et réorienté l'argent vers des activités plus légitimes au lieu de la drogue. Les gens disaient que le patron avait changé, que le fait d'avoir frôlé la mort l'avait adouci, mais Val savait que la vérité était bien plus compliquée. Elle savait que Nate était toujours impitoyable quand il le fallait, toujours capable de tuer sans ciller si quelqu'un menaçait ce qu'il protégeait. Mais c'était aussi l'homme qui avait porté Mère jusqu'à la maison depuis l'entrepôt baigné de sang, l'homme qui avait promis de la protéger, elle et sa fille, à tout prix. Val et Mia vivaient sous la protection de Nate, dans un appartement sûr, dans un quartier moyen, loin des bidonvilles du Sud où elles avaient enduré tant d'années. L'appartement de 2 chambres était propre, avec de grandes fenêtres donnant sur un parc, un système de chauffage qui fonctionnait vraiment et un réfrigérateur toujours rempli de nourriture. C'était un véritable paradis comparé à la chambre humide où elle vivait auparavant. Mais Val refusait de vivre dans le manoir de Nate, malgré ses invitations répétées. « Je n'ai pas besoin de ton argent », lui avait-elle dit un soir où il était venu lui rendre visite. « Je veux être indépendante. J'ai trop longtemps compté sur les hommes et je ne veux pas que Mia grandisse en pensant que les femmes doivent dépendre de quelqu'un d'autre pour survivre. » Nate ne s'est pas fâché et ne l'a pas poussé. Il a simplement hoché la tête avec un respect que Val n'avait jamais reçu d'aucun homme auparavant. Au lieu de cela, il l'a aidé à ouvrir une petite boulangerie au coin d'une rue. Non pas en lui donnant de l'argent, mais en lui prêtant sans intérêt et sans délai de remboursement. « C'est un travail honnête, a-t-il dit. Un travail dont tu peux être fier. Un travail dont Mia pourra parler quand elle sera grande. » La boulangerie s'appelait Mia's Kitchen. Val y travaillait du matin au soir, pétrissant la pâte, cuisant le pain, servant les clients avec un sourire qu'elle croyait avoir perdu. Ses mains n'étaient plus abîmées par les produits chimiques de nettoyage, mais couvertes de farine et de sucre, la douceur ayant remplacé l'amertume. Mia fréquentait une bonne école primaire, avait des amis, des jouets et une vie que Val n'avait jamais osé rêver de pouvoir offrir à son enfant. Mais entre Val et Nate, il y avait une distance qu'ils ressentaient tous les deux et qu'aucun d'eux n'osait franchir. Nate leur rendait souvent visite, jouait avec Mia, lui apprenait à lire comme il l'avait promis, lui achetait des pluches et des livres d'images. Mia l'appelait oncle Nate et l'aimait comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Pourtant, chaque fois que les yeux de Nate croisaient ceux de Val,
Chaque fois que leurs mains se frôlaient accidentellement, ils se retiraient tous les deux comme s'ils craignaient qu'un pas de plus ne fasse tout s'écrouler. Un soir, après que Mia se fut endormie, Nate vint à la boulangerie pendant que Val faisait le ménage après la fermeture. Il s'assit à la petite table près de la fenêtre et la regarda travailler. Et aucun d'eux ne parla pendant un long moment. « J'étais prostituée », dit soudain Val d'une voix douce mais tremblante, comme si elle libérait enfin quelque chose qui la pesait depuis des mois. « Tu es un parrain de la mafia. Tu as le pouvoir, l'argent, le monde entier à tes pieds. Et moi, je suis une femme avec un passé sordide que rien ne pourra jamais effacer. Ça ne peut pas. »« Quoi ?» demanda Nate en se levant et en s'approchant. Val recula jusqu'à ce que son dos touche le comptoir. « Les gens vont parler. Ils diront que tu as perdu la tête pour être avec quelqu'un comme moi. Laisse-les parler. » Nate l'interrompit, ses yeux gris fixés sur elle avec une sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez personne. « Je me fiche de ce que tu as été. Ce qui m'importe, c'est qui tu es. Et tu es la femme qui m'a sauvé alors que je n'avais plus rien, qui m'a vu alors que le monde entier m'avait tourné le dos, qui m'a appris qu'il y avait encore quelque chose qui valait la peine d'être vécu au-delà de la vengeance. » Il leva la main et lui caressa la joue. Et Val sentit des larmes couler sur sa peau sans savoir quand elle avait commencé à pleurer. « J'ai déjà perdu ma femme et mon enfant, » dit Nate en baissant la voix. « Je ne veux pas vous perdre, toi et Mia, à cause de ce que les gens pensent, à cause de la peur que tu portes en toi, à cause d'un passé dont tu n'es pas responsable. » Val le regarda. L'homme le plus puissant de Chicago, debout devant elle, les yeux remplis de blessures et d'espoir. Et elle comprit qu'ils avaient tous deux peur. Peur d'être à nouveau blessés, peur de perdre quelque chose de précieux. Mais peut-être, juste peut-être, pouvaient-ils affronter cette peur ensemble. 6 mois supplémentaires s'écoulèrent, et la relation entre Val et Nate se développa lentement mais sûrement, comme des racines s'enfonçant profondément dans le sol. Ils ne se précipitèrent pas, ne forcèrent rien, laissant tout se dérouler naturellement, comme il se devait. Nate venait à la boulangerie tous les soirs après la fermeture, aidait Val à nettoyer, puis ils s'asseyaient pour boire un café et discuter. Parfois de choses importantes, parfois des petits moments ordinaires de la journée. Il dînait avec Val et Mia au moins 3 fois par semaine. Il apprit à cuisiner des plats simples que Mia aimait. Il apprit à lire des contes de fées en utilisant des voix différentes pour chaque personnage, juste pour la faire rire. Mia l'appelait Oncle Nate et l'aimait comme un père. Et un soir, alors que Val l'abordait dans son lit, la petite fille posa une question qui fit serrer le cœur de Val. « Maman, est-ce que Oncle Nate peut être mon papa? » Val ne savait pas quoi répondre. Elle s'est contentée de serrer sa fille dans ses bras et de lui promettre qu'elle parlerait à Oncle Nate, même si elle ne savait pas quoi lui dire. Mais Nate semblait déjà avoir sa propre réponse. Un soir, à la fin du mois de mai, alors que le printemps laissait place à l'été et que l'air de Chicago se réchauffait, il est venu chercher Val après la fermeture. Pas dans son habituel SUV noir, mais dans une limousine élégante. « Où allons-nous » a demandé Val surprise. « Il y a un endroit que je veux te montrer » répondit Nate en lui ouvrant la porte. « Un endroit où je n'ai jamais emmené personne. » Ils traversèrent la ville, passèrent devant des rues et des quartiers familiers où Val n'avait jamais mis les pieds jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant un gratte-ciel imposant du centre-ville, l'un des plus hauts bâtiments de Chicago. Nate la conduisit à l'intérieur, à travers le hall élégant, dans un ascenseur privé qui les emmena au dernier étage, puis dans un escalier étroit qui menait au toit lorsque la porte métallique s'ouvrit. Val se figea devant le spectacle qui s'offrait à elle. Tout Chicago s'étendait sous ses yeux. Des millions de lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Le lac Michigan reflétait le clair de lune à l'horizon et une douce brise apportait le parfum de l'été à venir. Nate s'approcha du bord du toit et regarda la ville en contrebas. Val vit ses épaules se crisper, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose d'incroyablement difficile. « C'est mon endroit le plus sombre, » dit-il d'une voix basse et lointaine. « Il y a 3 ans, après la mort d'Isabelle et de Marcus, je suis venu ici. Je me tenais ici, regardant d'en bas, pensant qu'un pas de plus mettrait fin à toute cette douleur. » Val sentit son cœur s'arrêter de battre. Elle s'approcha de lui. Elle se tint près de lui, sans rien dire, se contentant d'écouter. « Je suis resté ici pendant des heures, » continua Nate. « J'ai pensé à sauter. J'ai pensé à tout finir, mais j'ai reculé.
Non pas parce que je voulais vivre, mais parce que je devais trouver qui avait tué ma famille. La vengeance était la seule chose qui me retenait dans ce monde. Il se tourna vers Val, ses yeux gris brillants sous le clair de lune. Mais tu m'as donné une autre raison, une bien meilleure raison. Val sentit les larmes lui monter aux yeux, les mots lui restaient coincés dans la gorge. Nate fouilla dans la poche de sa veste, en sortit une petite boîte en velours noir et s'agenouilla devant elle. Le cœur de Val battait à toute rompre, ses genoux faillirent se dérober sous elle. Elle n'arrivait pas à croire ce qui était en train de se passer. « Valentina Mendes » dit Nate en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent gravée d'une délicate rose. Pas un diamant coûteux ni une pierre précieuse étincelante, mais exactement ce qu'elle avait dit aimer lors d'une conversation qu'elle pensait qu'il avait oubliée. « Tu m'as sauvé des ténèbres. Tu m'as vu alors que j'étais invisible aux yeux du monde. Tu m'as donné de l'espoir alors que je pensais n'avoir plus rien. Tu m'as appris que la vie a encore un sens au-delà de la vengeance et de la douleur. » Il fit une pause et prit d'une profonde inspiration, et Val vit ses yeux briller, non pas à cause des lumières de la ville, mais à cause des larmes. L'homme le plus puissant de Chicago se battait. « Je ne te mérite pas. Je sais que j'ai du sang sur les mains, des péchés dans mon passé, des ténèbres dans mon âme. Mais je veux passer le reste de ma vie à essayer de devenir digne de toi. Je veux me réveiller chaque matin et te voir à mes côtés. Je veux voir Mia grandir et m'appeler papa. Je veux fonder une famille avec toi, une vraie famille. Pas pour le pouvoir ou l'argent, mais par amour. » Il la regarda droit dans les yeux, la voix tremblante mais sincère. « Valentina, veux-tu m'épouser? » Des larmes coulèrent sur le visage de Val, et elle n'essaya pas de les retenir. Elle regarda l'homme agenouillé devant elle, l'homme que toute la ville considérait autrefois comme un monstre, mais qui était plus gentil avec elle et sa fille que quiconque ne l'avait jamais été. L'homme qui avait failli mourir pour elle et qui avait tué des dizaines de personnes pour sauver Mia. « Oui, dit-elle, la voix tremblante de bonheur. « Oui, je veux t'épouser. » Nate se leva, glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa sur le toit du plus haut bâtiment de Chicago, sous un ciel étoilé. Deux âmes abandonnées par le monde, qui s'étaient finalement retrouvées dans l'obscurité et avaient choisi d'entrer ensemble dans la lumière. Le mariage n'eut pas lieu dans une grande cathédrale du centre-ville, ni dans un hôtel 5 étoiles fréquenté par l'élite. Il se déroula dans une petite rue, à l'église Michaels, dans le sud de la ville, où le père Patrick Brennan, le prêtre âgé qui avait été le seul à ne jamais juger Val pendant ses années les plus difficiles, officiait la cérémonie. C'était le choix de Val, et Nate avait accepté sans broncher, car il comprenait que ce mariage n'avait pas pour but d'afficher le pouvoir ou la richesse, mais de célébrer deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient choisi d'avancer ensemble vers la lumière. En ce matin d'août, la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux de l'église, projetant des couleurs chatoyantes sur le parquet usé. La petite église était remplie, non pas de visages inconnus issus de la haute société, mais des personnes qui comptaient vraiment dans la vie de Val et Nate. Abuela Carmen était assise au premier rang, les larmes coulant déjà avant même le début de la cérémonie. La femme qui avait sauvé Val 5 ans plus tôt la regardait maintenant entrer dans une nouvelle vie. Les anciens collègues de Val, lorsqu'elle était concierge, étaient là. Des personnes qui avaient été ignorées et rejetées comme elle, désormais vêtues de leurs plus beaux habits, fières que l'une des leurs ait réussi. Alio se tenait aux côtés de Nate en tant que témoin, ses blessures complètement guéries, tandis que Theo était assis quelques rangées plus loin, un sourire rare illuminant son visage habituellement sévère. Les fidèles gardes de Nate étaient également présents. Ces hommes qui avaient autrefois été prêts à mourir pour lui et qui étaient maintenant témoins de son bonheur. Puis les portes de l'église s'ouvrirent et Val entra. Elle portait une robe de mariée simple mais élégante, blanc ivoire avec de la dentelle délicate, pas une robe longue avec une traîne, mais une robe aux genoux qui correspondait à la simplicité qu'elle avait toujours aimée. Ses cheveux étaient lâchés, ornés de petites roses, et elle ne portait aucun bijou à part la bague de fiançailles que Nate avait glissée à son doigt sur le toit. Mais celle qui a conquis tous les cœurs n'était pas Val. C'était Mia, 6 ans, qui marchait devant sa mère, dispersant des pétales de roses blanches le long de l'allée. Elle portait une robe blanche. Ses cheveux étaient tressés en 2 petites nattes attachées avec des rubans roses, et son visage arborait le sourire le plus radieux que Val ait jamais vu. Mia dispersait les pétales avec le plus grand sérieux,
comme s'il s'agissait de la mission la plus importante de sa vie, et chacun de ses petits pas suscitait des sourires attendris de la part de toutes les personnes présentes. Lorsque Val et Mia arrivèrent à l'hôtel, Nate les attendait, vêtu d'un costume noir formel, mais ses yeux gris ne s'attardèrent pas sur la robe ou les fleurs. Il ne regardait que Val comme si elle était la seule chose qui existait dans la pièce, dans le monde. Le père Patrick commença par des prières et des bénédictions. Puis vinrent les vœux. Nate prit la main de Val et parla d'une voix basse et posée. « Je ne promets pas d'être parfait, car je ne le suis pas. J'ai du sang sur les mains, des péchés dans mon passé, une part d'ombre dans mon âme qui ne disparaîtra peut-être jamais complètement. Mais je promets d'utiliser tout ce que j'ai, ma force, mon pouvoir et même ma cruauté si nécessaire pour te protéger, toi et Mia. Je promets de t'aimer non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es toi, avec toutes tes cicatrices et tout ton passé. Et je te promets que tu ne seras plus jamais seule, que tu n'auras plus jamais à en avoir peur toute seule. Tu n'auras plus jamais à te battre seule. » Val serra sa main plus fort, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle commençait son propre serment. « Je croyais que je ne méritais pas d'être aimée. Je pensais que mon passé déterminerait à jamais mon avenir. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as vu alors que j'étais invisible aux yeux du monde. Tu m'as fait confiance alors que personne d'autre ne le faisait. Tu m'as donné la force de me relever et la raison de continuer à aller de l'avant. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux l'affronter avec toi. Que ce soit dans la lumière ou dans l'obscurité, dans la joie ou dans la douleur, le père Patrick les déclara mari et femme. Et lorsque Nate embrassa Val, l'église éclata en applaudissements. Mais le son qu'ils entendirent le plus clairement fut la voix joyeuse de Mia qui s'écria « Maintenant, nous sommes une famille. » Elle se glissa entre eux et les enlaça tous les deux. Et à ce moment-là, dans une petite église du sud de la ville, 3 personnes abandonnées par le monde ont enfin trouvé leur place. En 2036, 12 ans après le mariage, le domaine des Corsetti, dans la banlieue de Chicago, était rempli de rires un dimanche matin d'avril. Mia, désormais âgée de 17 ans, était assise près de la fenêtre du salon, un épais livre de droit à la main. Elle voulait devenir avocate pour protéger les femmes comme sa mère l'avait été autrefois. Des femmes abandonnées par la société, sans personne pour les défendre. Nate l'avait officiellement adoptée peu après le mariage, et elle portait le nom de Corsetti avec une fierté inébranlable. Marco Nathaniel Corsetti, 10 ans, le premier fils de Nate et Val, était dans le bureau de son père, apprenant à lire des rapports financiers avec un sérieux bien supérieur à son âge. Il ressemblait trait pour trait à son père, avec ses yeux gris perçants et sa mâchoire carrée. Mais en lui vivait le cœur tendre de sa mère, toujours prêt à aider ceux qui étaient plus faibles que lui. Les jumelles, Isabelle Rose et Luna Marie, âgées de 7 ans, nommées d'après la défunte épouse de Nate et la mère décédée de Val, couraient dans le vaste jardin, leur rire clair résonnant comme une musique. Les 2 filles étaient identiques, avec leurs longs cheveux noirs et les yeux bruns de leur mère, mais leurs sourires étaient indéniablement ceux de leur père. Anthony James, 4 ans, le plus jeune de la famille, trottinait derrière ses sœurs sur ses petites jambes encore mal assurées, avec ses yeux d'un bleu inhabituel hérité de sa grand-mère et un esprit fougueux qui refusait d'être surpassé malgré sa petite taille. Nate, aujourd'hui âgé de 50 ans, les cheveux presque entièrement gris, mais toujours aussi robuste, était assis sous le porche et regardait ses enfants jouer avec un regard que personne n'aurait cru possible 12 ans plus tôt. Le regard d'un père heureux et épanoui. Il s'était retiré de la plupart des activités illégales, transformant l'Empire Corsetti en entreprise légitime. Il conservait le pouvoir, mais un pouvoir plus propre, dont ses enfants pouvaient être fiers. Val entra dans le porche avec un plateau de limonade. À 40 ans, ses cheveux étaient encore foncés, avec seulement quelques mèches argentées, et ses mains n'étaient plus rugueuses à cause des produits chimiques, mais adoucies par la pâte et l'amour. Elle avait fondé une association caritative pour aider les femmes qui voulaient quitter la rue, leur enseignant des compétences, leur offrant un refuge sûr et une chance de reconstruire leur vie. L'argent de l'Empire Corsetti y était investi comme une façon d'expier le passé et comme une promesse pour l'avenir. Anthony courut vers sa mère, tirant sur sa robe avec ses yeux bleus brillants. « Maman, raconte-nous comment tu as sauvé papa. » C'était l'histoire préférée des enfants, même s'ils l'avaient entendue des centaines de fois.
L'histoire d'une mère courageuse et d'un père qui était autrefois un monstre avant de trouver l'amour. Val et Nate se regardèrent et sourirent. Puis toute la famille se rassembla sous le porche, à l'ombre du vieux chêne que Nate avait planté le jour de leur mariage. Il était une fois, commença Val d'une voix chaude et tendre. Il était une fois une femme très ordinaire qui travaillait dans un endroit très sombre. Et elle rencontra un monstre enfermé dans un sous-sol, continua Marco, qui connaissait chaque mot par cœur. Mais le monstre n'était pas vraiment méchant, dit Mia en regardant son père adoptif avec affection. Il attendait juste que quelqu'un le voie. Nate prit Val dans ses bras et embrassa ses cheveux. Et quand elle le vit, le monstre comprit qu'il avait trouvé une raison de vivre. « Papa, demanda Isabelle Rose de sa voix claire, es-tu toujours un monstre? » Nate regarda sa fille et puis Val, puis tous les enfants qu'il n'aurait jamais cru avoir. « Il y a toujours une partie du monstre en moi, répondit-il honnêtement. Mais cette partie ne se réveille que pour protéger les personnes que j'aime. Avec cette famille, je veux seulement être papa. » Alors que le soleil se couchait sur Chicago, la famille Corsetti était assise ensemble, riant aux éclats, le parfum des roses du jardin planté par Val flottant dans la brise du soir. Dans l'obscurité, ils se sont trouvés et dans la lumière, ils ont construit un foyer. Leur histoire est la preuve que l'amour peut naître dans les endroits les plus sombres, que la rédemption peut venir de mains que le monde a abandonnées et que la dignité humaine ne se mesure pas au passé ou à l'origine, mais au choix que nous faisons face à l'adversité. Cette histoire nous rappelle de ne jamais juger quelqu'un sur son apparence ou sur ce qu'il a enduré, car en chaque personne réside la capacité de changer, une lumière qui attend que quelqu'un la voie. Elle nous enseigne également que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir tout en tremblant de peur, et que parfois, il suffit d'une seule personne qui ne détourne pas le regard pour changer toute une vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo afin que nous puissions continuer à vous proposer chaque jour des histoires émouvantes. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Vous a-t-elle rappelé quelque chose dans votre propre vie? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous avons hâte de connaître vos impressions. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et de bonheur. Merci d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.